Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur le rayonnement électromagnétique qui s'appelle dipôle magnétique oscillant, qui est tiré d'un oral. Donc on nous dit qu'une spire de centre O de rayon A et d'axe OZ est parcourue par un courant sinusoïdal et qu'elle possède un moment magnétique qui dépend du temps, M0 cos oméga t. Donc j'ai représenté la spire ici en rouge qui est dans le plan XOY, c'est peut-être pas évident mais elle appartient au plan XOY, elle est posée sur le... c'est comme si elle était posée sur le sol si vous voulez, ici. Et donc elle est d'axe OZ, et on va regarder ce qui se passe dans un point M situé suffisamment loin pour être dans l'approximation dipolaire. Donc il faut que R soit très très grand devant A, et dans la zone de rayonnement, il faut que R soit très grand devant lambda. Et il faut que A soit très petit devant lambda aussi, pour avoir la condition non relativiste à l'échelle de la spire, ici. Et donc on va tout simplement essayer d'écrire un petit peu le champ rayonné par ce type d'objet. Et donc, dans un premier temps, on me demande d'exprimer M0 en fonction de I0 et A. Donc, ça, c'est une formule de cours. On sait que pour une spire, on a M qui est égal à IS. Et donc, ici, ça va être égal à tout simplement I0 cos oméga t fois pi à carré selon EZ, puisque j'ai orienté I ici, comme vous le voyez sur la figure. Donc, d'après la règle de la main droite, on a directement que M est égal à cela. On me demande d'identifier dans les deux expressions qui nous sont fournies, celle du champ E et celle du champ B. Donc là, il y a plusieurs manières de le faire. Ici, on va raisonner en termes de symétrie. Donc on va regarder ce qui se passe quand θ égale pi sur 2. Donc en θ égale pi sur 2, il faut imaginer qu'on a maintenant le point M qui se retrouve au niveau du plan X ou Y. Et donc pour θ égale pi sur 2, je vais effacer tout ça. Je vais prendre par exemple un point M qui se trouverait sur l'axe OY. On aurait ER qui serait comme cela. On aurait Eθ qui serait selon moins EZ en réalité ici. Et donc on se rend compte que pour θ égale pi sur 2, eh bien, le plan M ER Eφ du coup, Eφ serait le troisième vecteur qui ici serait voilà, dirigé derrière, est un plan de symétrie de la distribution de courant, de la spire, donc un plan d'antisymétrie de B. Donc B est orthogonal à MER Φ. Donc la conséquence, c'est qu'on n'a que B de θ égale pi sur 2 doit être porté par Eθ. Et donc dans les deux expressions que l'on nous propose, on n'en a qu'une qui est portée par Eθ, ici. Donc forcément, j'identifie celle qui est portée par Eθ. Je vais remplacer sin θ par pi sur 2, le sin θ donne 1. Et donc on en déduit directement que celle-ci est égale à B et que l'autre est égale au champ électrique. Alors on aurait pu tricher et anticiper la question qui se pose derrière. On nous dit que norme de E sur B, on nous demande de le calculer. Donc en réalité, c'est pour revérifier que norme de B, c'est égal à norme de E sur C. Mais ici, c'est plus intéressant de le faire par symétrie. Donc on a bien un plan de symétrie. Dans le plan de la spire, on a un plan de symétrie des courants, donc un plan d'antisymétrie de B. Donc ça nous permet d'identifier assez facilement le champ. Donc justement, que vaut le rapport E sur B? Bon, bah ici, on peut calculer norme de E sur norme de B. Il n'y aura pas trop de suspense. mu0, m0, oméga carré, sin θ, 4 pi r, le cos, tout se simplifie. Et il va nous rester directement que c'est égal à C. C'est comme dans le vide pour une OPPM. Donc là, il n'y a pas trop de surprise sur cette question. Ici, décrire la structure du champ rayonné par le dipôle magnétique oscillant. Donc ici, on a un champ qui est localement, le champ est localement, la structure locale d'une onde plane. Le champ a la structure d'une onde plane localement, avec un vecteur K qui vaut ici K selon UR, c'est-à-dire oméga sur C selon UR. On a bien,
assez facile à vérifier. On a bien B qui est égal à UR vectoriel E sur C, puisque le rapport des normes il vaut bien 1 sur C, B sur E. Et on voit bien que si on prend UR vectoriel E qui est porté par E phi, on va bien tomber sur E θ. Donc ici, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc B est égal à K vectoriel E sur oméga. UR vectoriel U phi, ça fait bien moins U θ. Hein, ça fait du... ici, UR, produit vectoriel, je vais l'appeler E phi, U phi sur C. Et donc UR vectoriel U phi, ça fait moins U θ, donc ça fait moins E phi sur C selon U θ. Donc on a localement une structure d'onde plane, comme pour le champ électrique créé par le dipôle. Et on a une dépendance de l'amplitude en 1 sur R, et proportionnelle aussi à oméga carré. Donc le 1 sur R, encore une fois, on l'avait vu en cours avec le dipôle oscillant, hein, contrairement au 1 sur R cube pour les dipôles statiques, c'est dû au fait que ici c'est la propagation qui joue le rôle le plus important. Et enfin, on a une proportionnalité à E et B dépendent de θ. Donc le rayonnement n'est pas isotrope. Et il est notamment nul en θ égale 0 ou θ égale pi, pas de champ rayonné. Et sinon, on a bien un champ qui est porté par U phi pour E et par Uθ pour B. Donc on peut le représenter ici. Donc B va être porté ici par Uθ. Donc vous avez B ici. Et E par E phi, selon la direction la position du point M, évidemment. On nous demande de comparer au champ du dipôle oscillant. Donc là, on va rappeler que le champ électrique pour le dipôle oscillant, avec P qui vaut P0 cos oméga t EZ, eh bien, on obtient que E est égal à mu0 sur 4pi R, P0 sin θ oméga carré cos oméga t moins kr, selon Uθ, par contre, et B qui est égal à mu0 sur 4pi rc, P0 sin θ oméga carré cos oméga t moins kr, selon U phi. Et donc on a à peu près la même structure hein, ici par rapport au champ qui sont proposés ici pour le dipôle magnétique. On a exactement la même structure. Le mu0 est là, le sur 4pi r est là. Et simplement, on a une petite différence, c'est qu'on a non pas P0, mais on a M0 et on a un C qui est au dénominateur. Mais on a la même idée, si ce n'est qu'ils ne sont pas portés par les mêmes vecteurs à cause des symétries, des distributions de charges qui ne sont pas les mêmes. Calculer le vecteur de Poynting et en déduire sa moyenne temporelle. Donc ici, on peut le calculer, le vecteur de Poynting. C'est E vectoriel B sur mu0. Donc je vous rappelle qu'on a identifié E et B dans la question précédente. Donc ça va être égal ici. Donc le mu0 carré, il va être divisé par mu0, donc il reste mu0, m0 carré oméga 4, sin carré θ, cos carré oméga t moins kr, divisé par 16 pi carré r carré c cube, ici du coup. Et on se retrouve avec E vectoriel B, donc U phi vectoriel moins Uθ, ce qui fait plus UR. Et donc on en déduit la valeur moyenne du vecteur de Poynting, on fait tomber un 1,5, donc il nous reste mu0, m0 carré, oméga 4, sin carré θ, sur 32 pi carré, r carré, c cube selon UR. Donc voilà la valeur moyenne du vecteur de Poynting ici. Calculer la puissance rayonnée dans tout l'espace et la mettre sous la forme ici bien particulière.
Voilà, donc je vais prendre cette forme-là. Je vais la mettre dans un coin pour essayer d'y aboutir. Donc on me demande de calculer la puissance rayonnée dans tout l'espace. Donc calculons la puissance qui est égale à l'intégrale dans tout l'espace du pointing scalaire ds, avec le ds qui est égal ici à r carré sin θ dθ dφ. Et donc on se retrouve avec pi qui va être égal. Alors on sort toutes les constantes. mu0, m0 carré, oméga 4 sur 32 pi carré c cube, intégrale de phi égale 0 à 2 pi de dφ, intégrale de θ égale 0 à pi de sin cube θ dθ. Donc le r carré s'est simplifié avec le r carré du ds. Il nous reste sin cube θ dθ dont l'intégrale donne 4 tiers. Ici l'intégrale du dφ donne 2 pi. Et donc on en déduit que la puissance moyenne, P, est égale. Alors le 2 pi avec le 4 ça fait 8. 8 avec, par rapport à 32 ça fait tomber un... Il reste un 4 x 3, 12. Donc on a mu0, m0 carré, oméga 4, divisé par 12, pi c cube, ici, pour avoir la puissance dissipée moyenne. Je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur. mu0, donc 2 pi, 2 x 4, 8, 8 avec 32 sur 8, ça fait 4, il reste le 3, ça fait bien tomber un 12. Ici, et donc on me demande de la mettre sous une forme bien particulière qui fait apparaître I0 carré. Donc là, on va utiliser le fait que or I est égal à I0 cos oméga t. Donc ici, on va pouvoir utiliser le fait que mu0 peut directement remplacer m0 par sa valeur, pardon. Or, en question, on a montré que m0 c'est égal à i fois s. Je suis allé un peu vite parce qu'il est dans m0, c'est directement la valeur ici. M0 c'était pas la valeur avec le cosinus, donc m0 c'est égal à i0 pi à carré. Donc ça c'est égal à i0 fois pi à carré. Donc on en déduit que la moyenne de P est égale à mu0 i0 carré pi carré à 4 divisé par 12 pi c3 oméga 4. Et donc ici on doit faire apparaître lambda. Donc lambda, on va utiliser le fait que oméga est égal à 2 pi c sur lambda. D'où on en déduit que la moyenne de P est égale à mu0 i0 carré pi carré à 4. Et donc oméga, on va utiliser le fait que c'est égal à 2 pi c sur lambda. Donc 2 puissance 4, ça fait apparaître un 16. Pi puissance 4, c puissance 4 sur lambda puissance 4, divisé par 12 pi c3. C'est assez calculatoire ici. Des pi, il me reste pi puissance 5 au numérateur. Et donc, encore une fois, je vérifie, on veut faire apparaître 1 demi de R0, A sur lambda puissance 4, je l'ai, et I0 carré, je l'ai. Donc ça me fait du mu0, on va laisser I0 carré et A sur lambda puissance 4. On va mettre tout ce qui reste devant, donc on a du pi puissance 5, C, et 16 divisé par 12, on peut diviser par 4, ça fait 4 tiers. Et en bas, il me reste juste ça, du coup, puisque 16 divisé par 4 sur 4, ça fait 4 tiers. Le pi s'est simplifié, le c cube s'est simplifié. Et donc, on peut faire apparaître maintenant 1 demi de R0. Donc, P est égal à, on divise par 2 et on multiplie par 2. Donc, ça va me faire un 8 tiers, 1 demi de 8 tiers de mu0 pi puissance 5 c fois A sur lambda à la puissance 4 fois R0, c'est calculatoire ici, fois I0 carré, pardon. Et donc j'identifie R0.
à exprimer en fonction de μ0 et C uniquement, donc je peux le calculer. Voilà, R0 est ici. Donc R0 est égal à 8 tiers de μ0 C pi puissance 5. Et on me demande de faire l'application numérique de ce truc-là. Donc R0. Ici, c'est 1,5 de RI carré, donc c'est bien homogène à une résistance. Donc ça me fait 8 fois 4pi fois 10 moins 7 fois 3 fois 10 puissance 8 fois pi puissance 5 divisé par 3. Et donc je tombe sur 3,1 fois 10 à la puissance 5 ohms. Donc voilà pour cet exercice sur le dipôle magnétique oscillant. Je le trouve intéressant dans la mesure où il permet de voir un autre type de dipôle que le dipôle électrique. Et ensuite, le reste, c'est un calcul de puissance tel que ceux qu'on a pu effectuer dans le cours avec le dipôle électrique. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà pour cette vidéo. S'il y a des questions, mettez-les en commentaire.